5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Salut Philippe, Salut Stéphanie. comment ça va aujourd'hui? Écoute, très bien. Ouais. Ouais. Dis-moi, ça va m'amuser ce sujet avec toi là. Ah bon, pourquoi? Ah ouais. Parce que c'est quoi le secret d'un amour qui dure? Et tu sais pourquoi ça m'amuse? Pour le côté dur, non? C'est marrant que tu parles de ça. Non, mais parce que on n'est pas amoureux de la même personne, toi et moi. On n'est pas amoureux du même amour. Ah, bah après, t'en sais rien, tu vas peut-être découvrir qu'à travers l'homme que tu aimes la même personne que moi. Attention, tombe pas amoureux de lui. Ah non, t'inquiète pas, y a pas de risque. Ouais. Alors pour toi, c'est quoi le secret d'un amour qui dure? Bah alors, soit je suis sérieux 2 secondes et je dis vraiment ce que je pense, soit après je verse dans l'anecdote et le délire, et je pense que je peux faire les deux. Bah, fondamentalement, je crois que le secret d'un amour qui dure, c'est le pardon. C'est-à-dire que l'amour commence à partir du moment pas où on se ressent amoureux et on a des sentiments et tout va bien. C'est à partir du moment où les emmerdes arrivent, les obstacles arrivent, les déceptions arrivent, et que, eh bien, pour durer, on doit choisir l'autre, même quand on ne ressent plus rien pour lui. Donc, l'amour commence, et l'amour qui dure, il commence au pardon. Et puis, l'autre réponse sérieuse, c'est Jésus, quoi. C'est-à-dire que... J'en étais sûre. Là, bah voilà. Ah là là, C'est mais quelle chance il a celui-là. Ben, l'amour, c'est un don qu'on cultive. On est co-créateur de l'amour, mais on n'est pas créateur de l'amour. Donc, l'amour éternel qui nous aide à durer, ben, c'est Jésus. Donc, si on partage la foi, alors il y a des couples cathos qui s'aiment pas, donc au fond, ils partagent pas la foi, ils partagent une pratique. Il y a des couples cathos qui baissent pas aussi. Et il y a des couples, voilà, il y a des couples cathos qui baissent pas. Non, mais c'est vrai, c'est important, quoi. Non, mais faut le souligner. Voilà. Bref. Donc, mais ceux qui sont pas dans une pratique pharisienne du catholicisme, mais qui vraiment accueillent Jésus dans leur couple, eh ben, ils ont une sacrée garantie de durabilité et de joie. T'es persuadé de ça, toi? Bah oui, parce que je l'ai vu, figure-toi, je l'ai vu chez mes parents, je l'ai vu chez des couples qui vraiment, bah oui, partagent la foi, et tu peux pas rester si t'as pas la foi. Mais quand je dis la foi, c'est au sens large. Tu peux pas dire ça. Il y a des couples qui sont pas catholiques. Non, mais quand je t'ai dit, j'ai au sens large. Ah. Si tu crois pas en l'amour, bah tu te casses. Mais l'amour, c'est pas forcément Jésus, hein. Mais alors voilà, donc après, oui. Alors moi je crois que c'est Jésus, mais on l'appelle pas comme ça. Lui, il a un cœur. Mais je serais tu curieuse vois, de savoir la taille. je vois tellement de couples, ou même de gens qui s'inscrivent sur les sites de rencontres, mais ils veulent l'amour, mais ils n'y croient pas. Eh ben, dans ces cas-là, ben pourquoi tu cherches l'amour si tu n'y crois pas? Parce que tu penses que l'amour, c'est une forme de foi. Ah mais complètement. Et que d'ailleurs, c'est même... Enfin, les couples se cassent la gueule parce qu'ils ne croient plus en l'amour. Et ils ne croient plus en l'autre, et ils ne croient plus en eux-mêmes, ils ne croient plus en leur relation. Donc, je dirais même que ce n'est qu'une question de foi, l'amour. C'est quoi l'amour alors? C'est quoi l'amour? Eh oui, c'est ça. Parce que pour avoir foi en l'amour, il faut savoir ce que c'est. C'est la foi en l'amour. C'est la foi en l'amour. Mais c'est quoi l'amour? L'amour, c'est Jésus, c'est la personne de Jésus. Voilà, et après, à travers ton conjoint, que tu découvres à travers ton conjoint. Et donc, il n'y a pas d'amour sans foi. Donc après... Toi, tu vois les choses comme ça. Après, voilà, je vois les choses comme ça, donc là, j'ai été sérieux, bon. Et puis, je dirais que, c'est quoi la recette d'un amour qui dure? C'est l'amour en acte, donc c'est la bouffe. c'est la bouffe. Tu vois, c'est la bouffe, enfin, la bouffe, non. Que dis-je? C'est la nourriture. Donc, le secret d'un amour qui dure, c'est quoi? C'est les petites attentions concrètes. C'est aussi les discussions, c'est la vérité qu'on a, c'est les prises de risque qu'on prend pour se dire les choses. Donc c'est cette confiance qu'on se fait pour se dire les choses. Et quand il y a de la vérité, en fait on se dit non, là je suis pas juste avec quelqu'un avec qui je suis bien, je suis avec quelqu'un qui prend le risque de me perdre en me disant des choses désagréables parfois, en me disant des choses justes. Il me connaît mais comme personne d'autre. Et le secret d'un amour qui dure, c'est aussi de s'engager entièrement avec la personne, au point de se dire, bah oui, je peux tomber amoureux d'autres personnes que d'elle, parce qu'on peut tomber dans une vie amoureux d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes bien, on est entouré de d'autres personnes bien, mais à un moment donné, je prends le risque
de perdre ma vie en m'engageant pleinement avec une personne qui peut parfois perdre son sex appeal, qui à cause d'une maladie peut même perdre sa conscience et son humour et sa lucidité, avec Alzheimer par exemple. Donc moi je vois des couples qui vivent l'amour, et un amour qui dure, même dans une altération de leur complicité. D'accord. À cause de la maladie. De toute façon, donner sa vie et miser sur quelqu'un, c'est forcément, entre guillemets, miser à perte. T'as déjà connu l'amour ? Alors, je fais une différence entre tomber amoureux et aimer. Oui, je sais. Et dans l'idéal, les deux sont associés. J'ai déjà été amoureux. Mais est-ce que t'as déjà aimé ? Oui, mais pas dans la conjugalité. C'est-à-dire dans le couple. Je pense que j'ai rencontré l'amour dans la foi, dans la pratique religieuse, à travers mes frères, à travers mes amis, à travers mes engagements, mon livre, etc. Et donc je vis une forme de fidélité et de foi. Mais quand je te dis que j'ai pas connu l'amour par la génitalité, sentimentalité et conjugalité, parce que je ne me suis pas marié, parce que je suis célibataire, ça veut dire parce que t'es homo aussi, t'aurais pas pu te marier avec une femme. Alors, après, je connais des personnes homo qui ont découvert l'amour avec une personne de l'autre sexe, donc je veux dire, c'est pas non plus une contre-indication totale, c'est vrai. Et une limite totale, l'homosexualité. Mais je dirais que là, dans mon cas personnel, oui, je rencontre tous les jours l'amour avec un grand A, mais qui ne passe pas par le mariage ou la conjugalité. D'accord. Mais toi qui es homosexuel, tu me dis qu'il passe pas par le mariage et la conjugalité, mais ça pourrait passer par un homme. Ah, ça c'est la grande question. Oui, c'est là où je veux en venir. Parce que bon, allez, ta foi, on la connaît, c'est bon. Tu viens de me piéger, petite Stéphanie. Mais oui, parce que on sait que dans la religion catholique, l'amour passe par la foi et la conjugalité, chose sur laquelle je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord. Mais toi, tu es homosexuel. Donc, est-ce que tu as déjà aimé un homme et est-ce que tu te sentirais ouvert à rencontrer l'amour avec un homme ? Et la construction amoureuse avec un homme. Tu ouvres une parenthèse intéressante qu'on ne pourra pas développer parce que c'est pas non plus le sujet, mais je crois... C'est lié. T'es une coquille. Oui. Tu me pousses dans mes retranchements. Bon, dire que je suis une connasse. Non. Ah non, oh non. Mais bon, pour moi, l'amour, c'est l'accueil de la différence des sexes. Ce n'est pas autre chose. D'accord. C'est aussi l'accueil de la différence créateur-créature, c'est-à-dire de Jésus et de l'Église. Mais si on parle de manière très, très humaine, très bassement humaine, c'est l'accueil de la différence des sexes. D'accord. Donc tu intègres quand même la sexualité dans l'amour. Ah mais la différence des sexes, c'est la sexualité. D'accord. Donc voilà, mais après, quand je dis sexualité, ça se réduit pas à la sentimentalité ou à la conjugalité ou à la génitalité. Non, je te parle de vraie sexualité, c'est-à-dire que au sens vraiment global. Le désir, est-ce que pour toi, l'amour, le vrai, qui interpelle aussi le désir, l'envie de rendre heureux la personne qui est en face et de toutes les façons que ce soit, y compris physiquement. Alors non, il y a pas, il y a des règles à l'amour, il y a un corps aussi à l'amour, donc c'est pas toutes les façons que ce soit. Voilà. Et effectivement, la relation homosexuelle pour moi, au plus fort d'où elle peut aller, se limite soit à l'intensité des sentiments amoureux, donc c'est pas de l'amour. Soit à l'amitié. D'accord, donc c'est pas de l'amour. Donc c'est pas de l'amour. C'est au plus fort, ce sera de l'amitié, mais une amitié malheureusement amoureuse, donc ambiguë, ou à l'intensité des sentiments amoureux. Et je suis tombé 2 fois amoureux et donc tu crois pas en l'amitié entre mes femmes non plus alors? Ah, je crois, si, et je crois en l'amitié entre hommes et femmes, je crois en l'amitié entre hommes, mais je ne crois pas en l'amour homosexuel. Ah, tu crois pas en l'amour homosexuel? C'est marrant. C'est quand même incroyable. Alors, je suis pas sûr que tous ceux qui m'entendent vont trouver ça marrant. Non, mais c'est marrant, c'est étrange. C'est étrange de pas croire en l'amour homosexuel pour quelqu'un qui est homosexuel. C'est vrai que c'est étrange et que c'est pas commun parce que ceux qui font des coming out, en général, c'est en vue de justifier de leur croyance en l'amour homo et cette perspective ou de leur attirance sexuelle, cette perspective de bonheur entre guillemets. Donc oui, ça c'est vrai que je reconnais que c'est étrange. Après moi je dirais que ceux qui font leur coming out, c'est pas forcément la première raison, c'est pas forcément de justifier leur croyance en l'amour homosexuel.
Je développe par rapport à ça, parce que il n'y a pas que homosexualité et hétérosexualité, il y a aussi la bisexualité. Alors c'est vrai. Et un bisexuel, alors là, si lui, à mon avis, il revendique les deux. Donc je crois qu'il y a des nuances là-dedans. Je pense que quelqu'un qui est homosexuel, il revendique son attirance vers le même sexe que lui, avant de revendiquer l'amour. Moi, je pense qu'il revendique les deux, parce que bien souvent, je le vois, mes amis homos attendent précisément de tomber amoureux et puis de présenter quelqu'un à leurs proches avant de dire tout simplement, avant d'annoncer une attirance. Parce que pour eux, justement, une attirance, c'est pas suffisant pour justifier un coming out. Donc, en revanche, ce que tu dis sur les personnes bisexuelles est beaucoup plus vrai. C'est que eux, ils sont moins dans la présentation de quelqu'un ou... Ah bah oui, ils sont plus dans l'énonciation d'une liberté et donc d'une attirance sans y mettre une personne ou une relation derrière. Ouais. Moi, je me dis que de nos jours, en fait, le coming out ne devrait plus exister, qu'il soit homo ou bi. Je me dis simplement que quand on est et qu'on se rend compte de son homosexualité, souvent ça se passe à l'âge de l'adolescence, comme beaucoup, c'est-à-dire en tant que nana, on a le corps qui se transforme, on a les hormones et tout ça, voilà. C'est naturel. Pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire que le cheminement naturel à l'adolescence de se dire je suis attirée par les filles ou je suis attirée par les garçons ne devrait pas devenir le fait d'un coming out. Je comprends, mais parce que pour toi, la différence des sexes n'est pas la condition de l'amour. Non, pas du tout. Donc c'est pour ça que tu dis ça. Mais non, mais je dis ça aussi par rapport à l'acceptation des différentes attirances sexuelles. L'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Tu vois, voilà. Puisqu'elle existe depuis la nuit des temps, elle fait partie de l'être humain. Pourquoi on devrait faire un coming out sur l'homosexualité ou sur le lesbianisme, c'est comme ça qu'on dit, ou sur la bisexualité? Oui. S'en rendre compte à l'adolescence. Alors, moi, j'aurais envie de dire, tiens, pourquoi on n'instaurerait pas le coming out des hétéros? Ça me ferait marrer, moi. Tu vois, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'homosexuels, beaucoup de lesbiennes, beaucoup de bisexuels. Pourquoi on serait obligé de revendiquer qu'on l'assume? Ça fait partie de la nature humaine. Ça, voilà, ce discours, j'en comprends la logique, mais à partir du moment où on considère que la différence des sexes est une option dans l'identité de la personne, dans l'amour et après dans la filiation. Personnellement, je ne crois pas, parce que l'accueil de la différence des sexes est l'autre nom de l'amour. Et c'est pas du tout un appel au mariage ou à la procréation. Quand je dis ça marche aussi pour les célibataires. Mais effectivement, notre thème d'aujourd'hui induit une définition de l'amour. Oui, je le pense sincèrement, parce que si on n'arrive pas à définir l'amour, ce qui est quand même extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile de définir l'amour. Mais il faut... non, c'est tout simple. Tu mets Jésus et puis voilà. Ah, tu vas saouler. Non, mais si on arrive, c'est très difficile, parce que pour moi, quand on tombe sur le véritable amour, on ne sait pas l'expliquer. On ne l'explique pas. C'est spontané, c'est fluide, c'est... Et puis on peut blablater, mais pendant des siècles et des siècles de l'amour. Parce que si on parle de notre perception de l'amour plutôt que de l'amour, c'est sûr qu'il y a autant de perceptions qu'il y a d'êtres humains, et encore même dans un même être humain, on ne perçoit pas l'amour pareil selon les différentes étapes de notre vie. Je crois que déjà, pour en revenir au sujet, quel est le secret d'un amour qui dure? Pour moi, le secret d'un amour qui dure, c'est l'amour, le vrai. Et l'amour, le vrai, moi je suis une nana qui aime les garçons, hein. Non mais c'est vrai, j'aime la testostérone. Mais voilà, tu vois, toute ma vie non, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une différence des sexes et que j'ai compris que j'étais attirée par les garçons, je me suis demandé ce que c'était que l'amour. On se demande tous à l'adolescence, qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que je vais le rencontrer? Et on confond longtemps être amoureux avec le véritable amour. Et puis moi, j'ai longtemps dit que pour moi, être amoureux, c'était une maladie. Je qualifiais carrément ça de maladie. T'écoutais trop Sardou, c'est ça? C'est vrai, mon Dieu, la maladie d'amour. C'est ça, on a trouvé. Le cliché. Pardon, Michel Sardou, si tu m'écoutes en même temps. Mais être amoureux, pour moi, j'ai longtemps dit que c'était une maladie. Pourquoi? Parce que quand on est amoureux, on est fou. Non, on est dans l'attente de quelque... Tu sais, quand on parle des papillons dans le ventre, les papillons dans le ventre, ce n'est ni plus ni moins que l'angoisse de savoir si la personne en face ressent la même chose.
et va nous rejeter ou pas. Voilà. Donc c'est déjà être dans l'erreur que par rapport au véritable amour, puisqu'on est centré, voilà, on est centré sur soi-même et on est hyper égoïste dans ces cas-là. Est-ce qu'il m'aime? Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, mon Dieu, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense et pourquoi? Et quand on attaque la relation amoureuse, si on a la chance que la personne en face ressente la même chose, il y a un temps dans lequel on reste amoureux. Et il est fragile, ce temps-là. Parce que quand on est amoureux, on n'est pas sûr de soi et donc on a un manque de confiance. Enfin, je crois. Et on a tendance à qu'est-ce qu'il fait, ce qu'il va m'appeler. On est dans l'attente perpétuelle de quelque chose et on est égocentré sur nos sentiments amoureux. Bon, bah, ça, pour moi, c'est pas le secret d'un amour qui dure. Ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle c'est des PQR. Puis, non, pardon. Non, c'est pas des PQR. Non, c'est pas vrai. C'est pas des PQR. Ce sont des aventures qui finissent. Si l'amour ne naît pas à la suite d'un état amoureux, ça se termine, forcément. Parce que, oui, il faut de l'attraction quand même. Voilà, quand on est amoureux, on a envie de baiser tout le temps, on a envie d'avoir la personne tout le temps avec, donc on a envie presque de se saouler de la personne pour pas qu'elle appartienne aux autres, mais qu'elle soit qu'à nous. C'est l'antithèse de l'amour. Et puis, comme tout, quand on a mangé 3 tablettes de chocolat, on est écœuré à la fin. Et quand on est écœuré, on n'a plus envie de manger de chocolat pendant un certain temps. Donc les papiers de cette tablette-là, on les jette. Et donc ça finit la relation amoureuse. Pour moi, le véritable amour et le secret d'un amour qui dure, en fait, c'est déjà, il n'y a pas de notion d'attente. Il n'y a pas de notion d'égocentrisme angoissé. Il n'y a pas la notion de qu'est-ce qu'il pense, où il est, pourquoi. En fait, le véritable amour pour moi, c'est avoir envie, vraiment et sincèrement, que la personne qu'on aime soit pleinement heureux. Et libre. Et libre, et qu'on l'ait sous les yeux ou pas. Ça, c'est le véritable amour. Et le véritable amour, existe dans un couple sexuellement uni, pour moi, existe dans l'amitié. L'amitié, l'amour amical, pour moi, a beaucoup de points communs avec le véritable amour qu'on a avec son conjoint ou avec la personne à qui partage notre vie. Et c'est là où arrive toute la complexité de la discipline qu'on doit se mettre pour faire durer cet amour. Ne jamais perdre de vue qu'il ne faut pas enfermer la personne dans nos propres désirs, mais garder la direction qu'on a envie d'avoir et lui laisser la direction qu'il a envie d'avoir. Tout à fait. Voilà. Après, ça, c'est des recettes faciles, quand on les dit comme ça, youpi, voilà. Mais en fait, moi, je peux en parler puisque je pense que j'ai rencontré l'homme de ma vie et qu'en fait, je me dis que ça se nourrit. Et puis, on a tous des caractéristiques dans lesquelles on se sent en sécurité et confortable. C'est pas les mêmes pour tout le monde. Donc, le véritable amour, pour moi, c'est évidemment de le vivre dans le bonheur de l'autre, c'est-à-dire vouloir rendre heureux la personne avec qui on est sans s'oublier soi-même. Il y a d'autres personnes qui pourront dire que le véritable amour, c'est ne faire qu'un. Pour moi, c'est pas possible. Je l'admets et je suis ravie que ça rende heureux les autres. Moi, je peux pas vivre mon amour comme ça. Moi, si je fais qu'un, je m'étouffe, je me perds et je sais plus qui je suis. Le père Denis Sonnet, il disait « L'amour, c'est ne faire qu'un tout en restant deux ». Et c'est vraiment, je crois... moi, je te dirais que... Une belle, un beau résumé parce que moi, je te dirais il faut quand même faire un. Enfin, il y a quand même une communion. Je suis pas d'accord. Sans que ce soit une fusion. Non. C'est une communion. S'il n'y a pas de partage toi, t'accepterais que Jean-Yves il aille voir ailleurs? Mais tu sais quoi? Moi, je l'accepterais pas. Mais si je l'acceptais et que ça le rendait heureux et que ça me rendait heureuse, amen. Mais est-ce que ça te rendra heureuse? Ah non, mais alors après, chacun a sa façon d'être heureux dans l'amour. Moi, je suis ce qu'on appelle monogame, d'accord? Mais j'ai une façon de voir les choses qui est libre. Et il n'y a rien de plus important que la liberté. Mais tu crois que les couples libertins sont libres? D'une certaine façon, oui, et je ne les juge pas pour ça. Alors attends, je vais juste te dire une chose. Pas les couples en eux-mêmes. Non, mais je veux juste te dire par là que pour moi, la meilleure façon de savoir où sont mes limites, c'est de ne pas m'en mettre. Non, mais les limites viennent sans que tu t'en mettes. Ah non, mais je te dis, alors je termine ma phrase. La meilleure façon de savoir où sont mes limites, c'est de ne pas m'en mettre, parce que quand... ah voilà, mais j'ai perdu le fil.
Non, mais c'est clair. Enfin, voilà. Je veux dire, pour moi, la meilleure façon de savoir où sont mes limites, c'est de ne pas m'en mettre. Parce que quand on se met des limites, d'accord, on a, à un moment donné ou à un autre, on a envie d'aller voir ce qui se passe derrière. Si on ne se met pas de limites et qu'on reste ouvert à tout ce qui nous entoure et toutes les possibilités qui nous entourent, on finit par savoir ce dont on a envie et ce dont on n'a pas envie, ce qu'on pourrait approcher et ce qu'on ne peut pas approcher. Donc, alors pour moi, se mettre des limites, c'est pas justement s'encourager à les transgresser, mais c'est déjà l'exercice de notre liberté. Mais même si tu t'encourages pas à les transgresser, un jour tu auras envie de les transgresser. Mais t'auras, mais enfin je veux dire, les tentations elles seront là, mais n'empêche si tu t'en mets pas, tu n'auras pas envie. Non, parce que je crois que si tu t'en mets pas, pour le coup, elles arrivent sans que tu les aies en plus décidées et que tu aies exercé ta liberté. Je suis pas d'accord avec ça. Et tu vois, j'ai fait du théâtre au cours Florent. Et en fait, Antonia Malinova, qui est une professeure bulgare mais exceptionnelle, elle disait justement que être comédien, c'est être capable de se fixer des limites. Et pas dans le sens de s'enfermer dans une prison. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais si, justement. C'est exactement la même chose. Même si ça a l'air d'être deux terrains différents. Et que s'engager... Loin de s'enfermer dans une boîte, s'engager en amour, que ce soit dans le mariage, ou au moins déjà dans une relation monogame, c'est se fixer des limites, mais c'est loin de s'enfermer dans une prison, c'est déjà exercer sa liberté, c'est dire je suis libre de te choisir et de t'appartenir. Ça, c'est une forme de liberté, effectivement. C'est une forme de liberté que tu choisis. D'accord ? Mais moi, c'est une autre forme de liberté que je choisis. C'est-à-dire que pour moi, le fait de ne pas délimiter un périmètre, tu vois, quand tu parles du théâtre, moi j'ai fait beaucoup de danse classique. C'est une vraie discipline et pour le coup, là, des limites, on t'en met et plus qu'on t'en met. D'accord ? Et je n'ai jamais considéré ça comme de la liberté. J'ai considéré ça comme un apprentissage qui t'amène à la liberté du savoir-faire comme si c'était facile. D'accord ? C'est complètement différent pour moi, l'amour. L'amour, c'est l'absolue liberté qui te permet d'observer, en tout cas ma propre liberté à moi, c'est d'observer toutes les possibilités qui me sont offertes et de choisir celles qui me conviennent le mieux pour que je sois à même de rencontrer la personne qui est à peu près le même fonctionnement que moi. Donc, oui, c'est tu pour parles ça de conditions. Non. Tu parles de conditions. Plutôt que de limites, parce que le terme limite peut-être... C'est pas des conditions, c'est que si demain je rencontre un libertin, si j'étais célibataire et que je rencontre un libertin, et qu'au fur et à mesure du début de la relation, je me rends compte que c'est un libertin, et que moi je me rends compte que je ne suis pas libertine, ça ne me convient pas, d'accord ? Mais j'aime cette personne d'une certaine façon, pour le rendre heureux, je vais le quitter, parce qu'avec moi il sera pas heureux, parce qu'il pourra pas vivre son bonheur et l'amour tel qu'il le conçoit lui, d'accord ? Donc voilà, je trouve ça logique. Mais ça passe aussi par plein de formes. Moi, je suis pas conventionnelle. Je déteste la routine. Je déteste la redondance. J'ai un problème avec les schémas familiaux. Un vrai problème avec les schémas familiaux. Donc, on pourra dire que je suis une vraie casse-couille, mais... mais c'est comme ça. Et donc, du coup, je me voyais pas rencontrer quelqu'un, ou en tout cas partager ma vie avec quelqu'un qui soit dans des schémas familiaux très judéo-chrétiens, dans métro, boulot, dodo, et puis le week-end, on se fait un petit film pépère. Je suis pas du tout comme ça. Tout l'inverse de ça. Donc, quand j'ai rencontré mon homme, spontanément, en fait, ma construction antérieure a fait que je me suis toujours dit que l'homme qui partagerait ma vie, ce serait la cerise sur le gâteau, et pas le gâteau. Parce que le gâteau, pour moi, il fallait que je me le fabrique moi-même. Que je sache au moins à peu près qui j'étais et que j'aime à peu près qui je suis pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et du coup, quand j'ai rencontré mon homme, sans forcer quoi que ce soit, j'ai rencontré l'homme qui me ressemble. C'est-à-dire qui est à peu près dans les mêmes schémas que moi. Au début où j'étais avec lui, j'étais tellement dans une sortie de célibat, je suis restée longtemps célibataire, pas physiquement, mais dans ma vie, j'étais indépendante, je m'assumais complètement et j'étais célibataire longtemps. Et si tu veux, quand il est rentré dans ma vie, ça a été au départ assez compliqué. Parce que j'ai cette notion de liberté absolue. J'ai cette notion de respecter la sienne aussi. Mais quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie et que tu vis avec, t'es obligé de laisser de la place, de faire des concessions, etc. Donc c'est pas liberté absolue, puisque ta liberté à toi s'arrête
là où commence la sienne. Voilà, donc Oui. c'est pas absolu Parce quand même. parce qu'après, là, rentre en compte le respect de la personne que tu C'est aimes. ça. Tu vas pas lui imposer à 100%, moi je suis comme ça et tu te démerdes mon gars. Donc il y a bien voilà. un cadre de ta liberté. Alors, j'appelle pas ça un cadre, j'appelle ça du respect. Et pour moi, le respect, c'est pas un cadre. Peut-être parce que j'ai fait une école catholique quand j'étais petite et que j'avais toujours un truc à dire et j'étais jamais d'accord avec ce qui était en train de se dire. Et donc, ça fait peut-être partie de mon caractère. C'est drôle que tu parles avec moi pour le coup. C'est vrai, mais c'est pour ça que je t'aime aussi. Non, mais ça fait partie de mon caractère et mes parents sont témoins. Dès qu'on essaye de m'imposer un cadre, si je n'ai pas choisi de me l'imposer à moi-même, c'est la guerre. Je sors immédiatement, je fuis, je passe par la fenêtre, allez salut, hop, vous me laissez tranquille. Donc c'est pour ça. Je suis un peu comme ça aussi. Hein. Et quand mon homme est rentré dans ma vie, ça a été donc au départ d'une certaine façon assez difficile pour moi de tout d'un coup laisser la place à certaines choses et surtout à un moment donné quand t'es seul, tu peux n'avoir aucune raison d'avoir un quotidien répété. Quand t'es deux, t'es quand même obligé d'avoir certaines choses dans ton quotidien qui se répètent. Donc, je me suis adaptée à ça, mais au départ difficilement. Et je me suis rendu compte que l'homme avec qui j'étais, en fait, le véritable amour est apparu quand moi, au départ, je rejetais le format familial, le format, voilà, je le rejette plus, mais c'est pas mon truc. Et que, à force de lui parler de cette liberté, eh ben, finalement, on passe le plus clair de notre temps ensemble. C'est-à-dire, on vit les choses quasiment tout le temps ensemble. Alors qu'avant, on aurait eu cette conversation, j'aurais été célibataire, je t'aurais dit, ah non, mais attends, moi, je trouve que les couples qui ont chacun leur appart, c'est très bien, comme ça, ils se voient que pour les bons moments, il n'y a pas cette notion de rentrer dans l'intimité de l'autre, etc. Et aujourd'hui, le fait de se laisser cette liberté, parce que mon homme voit les choses comme moi, de ne pas se mettre de limites à proprement parler, c'est-à-dire que moi je connais mes limites, je sais que je suis monogame, je sais que je pourrais pas voir mon homme baiser avec une autre nana, c'est pas possible, parce que ça me ferait du mal. Par contre, j'accepte volontiers que les autres, ça les rendra heureux. Ça ne me dérange absolument pas. J'accepte que ça existe et j'accepte de le voir autour de moi et j'accepte même d'avoir des amis comme ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais donc du coup, le fait de me mettre ces limites-là, et lui non plus, ça nous a permis de nous fabriquer notre univers à nous, notre couple à nous, qui n'est fermé de rien, mais qui sait ce qui nous rend heureux tous les deux. Cet univers-là. Enfin, dans cet univers-là. On sait, et lui et moi, ce qui nous rend heureux et ce qui pourrait nous faire du mal. Et mon homme, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Et j'essaye de faire en sorte d'être la cerise sur le gâteau pour lui aussi. C'est-à-dire de l'accepter tel qu'il est et de respecter ses choix personnels, professionnels, émotionnels, ses envies. On n'est pas d'accord sur tout. On ne prend pas les mêmes directions dans la vie, mais on s'aime, on vit ensemble et on construit. Alors ça, c'est mon secret d'un amour qui dure. Et ça m'interroge beaucoup parce que moi, je vous connais, je vois une vraie authenticité et qui n'est pas dans le cadre du mariage, parce que c'est aussi un cadre. Et donc, voilà, ça ne me fait pas renier du tout le mariage, loin de là. Parce que je vois tellement de couples aussi qui s'engagent, maintenant ça devient minoritaire de se marier. C'est vu comme un enfermement et maintenant les gens qui veulent vivre ensemble ne comprennent pas le sens en fait, de se marier parce que pour eux ils n'ont pas besoin de rentrer dans un cadre institutionnel ou sacramentel. Et je vois beaucoup de couples qui vraiment, loin de s'enfermer dans ce cadre, jouent avec. Et un cadre c'est aussi ce qui t'aide à tenir. C'est un roc, c'est une fondation. C'est tu sais que. Tu sais. Et donc j'entends les deux, tu vois. Oui, mais je crois au cadre pour un enfant, dans l'éducation et dans ce qu'on doit lui apporter pour qu'il grandisse au mieux. Si tant est que, encore une fois, c'est une vraie question de se demander quel est le bon cadre. Exactement. Voilà. C'est plutôt la question de quel est le cadre. Quel est le bon cadre d'éducation ? J'y crois pour un enfant. Et encore une fois, voilà, il y a un point sur lequel je suis indérogeable, c'est le respect. Et je pense que quand on a le respect et quand on inculque le respect, il peut en découler tout le reste. Tu vois ce que je veux dire ? Le respect, c'est hyper important. Après, on éduque son enfant et à un moment donné, il faut lui donner la liberté. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas... Et donc c'est pour ça que quand on arrive à l'âge du libre arbitre, on est à même de faire ses choix face à la multiplicité de choses que nous avons autour de nous. D'accord ? Et c'est pour ça que je crois en cette liberté-là.
Pour moi, les cadres qui se mettent en place par rapport à une certaine éducation que l'on garde à l'âge adulte, je pense que c'est une erreur. Ah mais en fait, je crois qu'il faut justement n'accepter que les cadres qu'on a envie d'avoir, qui laissent libre. Qu'on a envie d'avoir. Après, on n'a pas envie d'avoir toujours des cadres parce que on a une boulimie on prend des fois nos désirs pour des réalités. Non mais ça c'est quand t'es jeune. Non parce qu'il y a des adultes qui sont bien immatures, mais je crois. Mais laissons-les être immatures à partir du moment où ils font pas de mal aux autres. Oui, mais souvent ils font du mal aux autres. Donc je pense que il faut pas penser que il y a une vraie liberté sans cadre. En revanche, il faut pas penser que le cadre est un gage de liberté. Parce que on se plante là pour le coup, et c'est là où je te rejoins. On se plante complètement. L'un ne va pas sans l'autre, et on ne nage bien, mais comme je le répète, dans une rivière que si on est dans la rivière. Ah bah non, moi j'y crois pas ça. Sinon, parce que tu vois, tu m'avais déjà fait cette métaphore. Un poisson de rivière, il est bien dans sa rivière, oui, mais un poisson de mer, la mer, elle est quasi. Ah mais alors voilà. Si tu veux prendre l'image, mais même la mer est délimitée. Oui, bah d'accord, mais enfin elle est beaucoup moins qu'une rivière. Donc alors voilà, tu peux si prendre tu des veux directions. Les grands espaces. On va prendre la mer. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que à quel moment on va socialement accepter quelqu'un parce qu'il fait partie de tel ou tel cadre. Ça, pardon, ça me casse les couilles. Et je suis d'accord. Voilà. Mais je suis d'accord parce que là, en fait, tu parles de cadres qui ne rendent pas libres. Les ovaires. Non, mais je parle pas de cadres qui ne rendent pas libres. On vit dans une société qui n'est faite que de cadres. Et pour moi, tous les cadres, et même les cadres religieux, ne rendent pas libres. Ah, et c'est là où on n'est pas d'accord. Voilà. C'est que moi, je pense que tout cadre n'est pas mauvais et qu'il y a des cadres vraiment. Je dis pas qu'ils sont mauvais. Je dis pas qu'ils sont mauvais. Ils rendent pas libres, tu dis. Je dis qu'ils ne rendent pas libres, tout à fait. Et pour moi, ça c'est mauvais. Alors que je vois des gens, ils sont comme des poissons dans l'eau et que sans cadre, ils ne pourraient pas vivre ce bonheur. Mais effectivement, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup de cadres qui rendent libres. Ça, non, voilà. ça, on est d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'il n'existe pas. Et je crois que le mariage catholique est un des meilleurs cadres de bonheur que je connaisse. Et pourtant, crois-moi... Alors on est super pas d'accord. J'en vois qui vivent, qui en fait sont dans le mariage catholique, mais qui ne l'accueillent pas et qui ne le vivent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans le cadre, mais en fait, ils n'ont rien compris. Non, mais tu sais, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que ça sous-entend que la liberté se situe dans le mariage catholique. Et j'ai pas dit ça. Oui, mais ça sous-entend quand même. La façon dont tu le dis, ça pourrait être compris comme ça. Quand il est vraiment vécu tel qu'il est, ce cadre... Oui, moi je te parle de ce que je vois et des couples que je vois. Voilà, tu me parles de ce que tu vois et des couples que tu vois. Après, maintenant, il y a combien d'athées sur cette terre? Il y a combien de juifs? Il y a combien de musulmans? Donc, et tu vois ce que tu vis avec Jean-Yves et l'agnostique. Enfin voilà, mais c'est pas restrictif du tout. En fait, ce que je dis sur le cadre même du mariage, parce que je vois que vous vous aimez. Oui. Alors, tu vois... Donc, tu vois, je suis pas fermée. Ah non, je sais que t'es pas fermée, et j'espère ne pas te paraître fermée non plus. Je crois qu'en fait, la différence fondamentale qui réside entre toi et moi, c'est que tu associes l'amour à Dieu. Je n'associe pas l'amour à Dieu. Exactement. Voilà. Donc, c'est forcément là qu'on n'a pas un désaccord, mais qu'il y a une vraie différence entre la notion d'amour. Pour moi, l'amour, c'est pas Dieu. Tu vois, voilà. Pour moi, l'amour, c'est pas Dieu. Pour moi, l'amour, c'est non, mais pour moi, le véritable amour, il ne vient pas de Dieu. Il vient de nous. Mais vraiment, de l'être humain. Il vient de nous. Il est en nous. Alors, je sais, Dieu est en nous, Dieu machin. Voilà. Mais Allah aussi et Mahomet aussi. Donc, tu vois. Non, mais c'est sûr que c'est le point de rupture entre nos deux pensées. C'est pas une rupture, c'est juste une différence. Mais en fait, quand je dis rupture, c'est pas séparation. Ouais. Mais oui, c'est là. Et paradoxalement, pour revenir à notre thème, nous croyons que l'amour dure. Parce que sinon, tu ne m'aurais jamais proposé ce thème-là, parce qu'il est venu de toi. Oui, c'est vrai. Donc bon, Dieu ou pas, croyance en Dieu ou pas, ce qui nous rejoint, c'est que nous croyons que l'amour dure. Mais ce qui est génial, c'est que moi, je t'ai proposé ce thème parce que, au départ, je l'imaginais beaucoup plus basique que ça, c'est-à-dire basé sur le quotidien des couples. Et on a développé ce thème sur des choses extrêmement fondamentales. C'est ça qui est intéressant, parce que ça aurait pu être un thème très léger, en définitive. Superficiel.
un peu superficielles, genre oui, moi mon mec il aime les pâtes, moi j'aime pas, alors j'en mange le lundi et puis voilà. Ou c'est les petites attentions, ou c'est les oui, petits non efforts. mais c'est ça, c'est les petits efforts de. Non mais ça en fait partie. Attention, c'est plus léger, mais ça en fait partie fondamentalement. L'entretien de l'amour au quotidien, ça fait partie aussi des efforts, des petits efforts qu'on fait tous les jours au quotidien pour ne pas rendre nos vies monotones ou désagréables. Ça fait aussi. Et tu sais quoi ? Il y a une chose dont on n'a pas parlé dans ce thème-là, c'est des défauts. C'est que au début, quand on est avec quelqu'un et qu'on est dans l'état amoureux, on voit aucun défaut, tout est génial. D'accord ? Et les défauts sont des qualités, souvent. Et c'est marrant parce que quand on passe pas au stade de l'amour, on quitte souvent la personne par rapport aux qualités qui sont devenues des défauts, c'est-à-dire les défauts qu'on voyait des qualités. Alors, 100% d'accord. Voilà. Et donc, je trouve que l'amour, ça s'entretient aussi par l'acceptation des qualités qui deviennent des défauts. Amen. Allez, salut. Aimez-vous les uns les autres.